Il est l'un des chefs de cartel les plus recherchés au monde. Et pourtant, vous ne connaissez presque rien de lui. Voici l'histoire invisible de Fausto Isidro Meza Flores, l'ennemi fantôme du nord-ouest mexicain. Prêt à découvrir comment on construit un empire criminel sans visage ni biographie? Dans les terres brûlées du nord-ouest mexicain, là où la mer de Cortés brille comme une lame sous le soleil, un nom circule à voix basse. Il glisse dans les tavernes poussiéreuses, s'insinue dans les radios grésillantes des patrouilles, se fige dans l'encre froide des décrets étrangers. Ce nom, les hommes le prononcent sans visage, sans enfance, sans souvenir clair. Ils disent seulement « Fausto Isidro Meza Flores ». Nulle archive ne révèle le jour où il naît. Nulle mairie ne livre la date où son cri premier se mêle au vent du Pacifique. Les autorités des États-Unis dressent des fiches, scellent des accusations, mais laissent vide la case de sa naissance. Le temps de son arrivée dans le monde est avalé par le silence. On sait seulement ceci, il est mexicain. Et ses racines se plantent dans la terre rude de Sinaloa, au nord-ouest du pays, ce territoire que les rapports de police, les dépêches, les études austères répètent comme un refrain. Sinaloa, sans municipalité déclarée, sans village de départ consigné. Une origine floue, entourée de collines et de champs de pavots. De son enfance, rien ne remonte. Ni le nom de son école, ni la voix de ses parents, ni les premiers travaux de ses mains. Aucun dossier officiel n'ose tracer ses lignes. Aucune étude universitaire ne prétend éclairer les années où il n'est pas encore El Chapo Isidro. Les archives restent closes sur ce garçon sans passé. Il entre dans l'histoire sans jeunesse, comme surgissant tout armé de l'ombre, déjà baptisé par la peur et par le sang. Car lorsqu'il apparaît, ce n'est pas sous son nom complet. Dans les journaux, dans les communiqués, ce sont ses surnoms qui marchent devant lui. El Chapo Isidro. Parfois, Chapo Fausto, dans les titres pressés de la presse. Le mot Chapo résonne déjà comme un écho d'un autre chef, d'un autre empire clandestin. Mais celui-ci n'est pas Joaquín Guzmán. Celui-ci est un double obscur, un reflet plus discret, que les hommes apprennent à distinguer à mesure que les balles labourent les villages du Nord. Pour comprendre pourquoi ce nom prend poids, il faut regarder la terre qu'il a vu grandir. Sinaloa. Une côte où les vagues amènent plus que du sel. Des vallées où la terre nourrit davantage que le maïs. Depuis des décennies, ces collines sont des ateliers ouverts sous le ciel. La marijuana y prospère comme une herbe native. Le pavot y saigne son latex blanc, promesse lointaine d'héroïne. Puis viennent d'autres temps, d'autres poudres. Méthamphétamine préparée dans des laboratoires cachés sous les tôles, cocaïne remontant des jungles du sud vers la frontière du nord. Les rapports de la DEA, les études sobres des chercheurs étrangers répètent la même vérité. Sinaloa n'est pas seulement un État, c'est une artère de l'économie illicite des Amériques. Mais Sinaloa n'est pas isolé. Au début, il est un fragment d'un corps plus vaste, le cartel de Guadalajara. Dans les années 1980, ce cartel règne comme une hydre aux multiples têtes. Ses routes serpentent du Pacifique au Rio Grande. Ses hommes paient, corrompent, menacent, pactisent. Le pays entier, dans ces années-là, apprend à vivre sous le poids invisible d'une organisation qui traite la frontière comme un seuil familier. Pourtant, les lignées criminelles ne durent jamais intactes. Les alliances se fissurent, les chefs tombent, les intérêts se contredisent. Ainsi, lentement, le colosse de Guadalajara se disloque. Des fragments jaillissent de la chute. Des villes entières deviennent des emblèmes. Tijuana, avec ses rues frontalières, donne son nom à un nouveau cartel. Ciudad Juárez, porte de sang vers le Texas, engendre un autre groupe. Et dans ce morcellement, Sinaloa se dresse lui aussi comme bannière. Le cartel de Sinaloa émerge des ruines d'un empire commun, porté par des figures qui bientôt deviendront célèbres. Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo
Zambada, et à leur côté, des frères ambitieux, les Beltrán Leiva. Héctor, Arturo, Alfredo, Carlos. 4 frères qui avancent au cœur de l'Alliance. Dans les années 1990 et 2000, ils gagnent en force, en influence, en territoire. Les actes d'inculpation américains les nomment. Les rapports de sécurité mexicains les suivent à la trace. Ils contrôlent des routes, des laboratoires, des hommes armés. Ils sont un pilier de l'architecture du cartel de Sinaloa. Un pilier qui, bientôt, réclamera son propre royaume. À cette époque, la violence suit sa logique silencieuse. Des convois passent de nuit. Des armes circulent sous les bâches. Perce compte encore retrouvés dans les fossés, en noms murmurés dans les commissariats. Mais un tournant approche. En décembre 2006, un nouveau président prend la tête du Mexique, Felipe Calderón. Il lève la main et promet une guerre. Son ennemi n'a pas de drapeau national, mais des corridos, des ranchs, des comptes cachés. Les soldats reçoivent l'ordre de monter dans les camions, de patrouiller dans les États du Nord. Sinaloa, Sonora, Durango, Chihuahua voient déferler l'armée et la police fédérale. La guerre contre le narcotrafic commence officiellement. Elle ne s'arrêtera pas de sitôt. Dans ce décor tendu, un homme sans enfance documentée commence à prendre forme sur les radars. Au milieu et à la fin des années 2000, quelques lignes sèches apparaissent dans la presse mexicaine. On y lit son nom. Fausto Isidro Meza Flores. Pas de portrait, pas de témoignage d'enfance. Aucun professeur n'est cité. Seulement une fonction. Opérateur lié au cartel de Beltrán Leiva dans les zones de Sinaloa et de Sonora. On parle de lui comme d'un homme du terrain, un lieutenant, un chef de cellule armée. Les autorités mexicaines le placent dans la région de Guasave, dans l'état de Sinaloa. Guasave, terres agricoles, canaux d'irrigation, routes de poussière. Là où les ranchs peuvent abriter des convois et les fossés des secrets. Peu à peu, son nombre grossit. Les communiqués officiels, après certains affrontements armés, mentionnent un groupe qui lui serait lié. Des fusillades éclatent sur des routes rurales. Des pick-up calcinés restent au bord des chemins. Des corps gisent sous le soleil, entourés de douilles. La presse reprend les mots des autorités. Un groupe associé à El Chapo Isidro aurait participé au combat. On lui prête des attaques contre des forces de sécurité. On l'associe à des offensives contre des rivaux. Le surnom se greffe au récit de violence, comme une signature. Chef de plaza, disent certains articles. Commandant d'un groupe armé, écrivent d'autres. Sans photo nette, sans interview, sans discours. Seulement l'idée d'un chef invisible qui tient une partie du Nord-Ouest sous son regard. Mais sa véritable ascension se tisse dans la déchirure d'une alliance plus grande. En janvier 2008, les forces mexicaines frappent à Culiacán, capitale nerveuse de Sinaloa. Dans une opération officielle, ils arrêtent Alfredo Beltrán Leiva, surnommé El Mochomo. Les communiqués le proclament, les flashs s'allument. Les journaux couvrent la capture, décrivent les convois, montrent les visages des soldats. Mais derrière l'arrestation, une rumeur enfle. Qui a livré Alfredo? Les frères Beltrán Leiva cherchent un responsable. Très vite, ils pointent du doigt celui qui fut leur allié, Joaquín El Chapo Guzmán. Ils l'accusent de trahison. Ils disent qu'il a vendu Alfredo aux autorités, que la main de l'État s'est refermée, guidée par une autre main criminelle. Le verbe s'enflamme. Les liens se rompent. En 2008, l'alliance historique entre le cartel de Sinaloa et le clan Beltrán Leiva se brise dans le fracas des accusations. Ce n'est plus une simple concurrence discrète, c'est une guerre ouverte. Partout, la fracture allume des foyers de feu. Dans l'état de Sinaloa, des homicides se multiplient. On enlève, on torture, on exécute.
Les routes qui traversent les collines deviennent des couloirs de chasse. Les villages de Sonora et de Durango sentent la poudre et la peur. Les forces de Joaquín Guzmán et d'Ismael El Mayo Zambada affrontent celles d'Arturo Beltrán Leiva. C'est une guerre de frères ennemis qui connaît chaque recoin des mêmes vallées, chaque ranch, chaque piste d'atterrissage clandestine. Et dans ce fracas, Fausto Isidro Meza Flores consolide son rôle. Les analyses de sécurité, les chronologies dressées par les journalistes, les notes discrètes des services de renseignement le voient désormais comme un opérateur de terrain essentiel pour la faction Beltrán Leiva dans le nord-ouest. Guasave, les campagnes avoisinantes, certaines zones de Sonora. Là, son nom circule parmi les noms de ceux qui tiennent un fusil et commandent. Il devient l'un de ces chefs de guerre régionaux qui, dans la tourmente des grands cartels, se taillent une part du pouvoir. Mais déjà, son empreinte dépasse le statut de simple lieutenant. Sur l'autre rive du Rio Grande, des regards froids observent les flux. Des bureaux du département du Trésor américain, des enquêteurs recoupent les itinéraires des cargaisons, suivent les traces des transferts d'argent, lisent les comptes rendus d'opérations en espagnol. Au fil des années, une entité se dessine dans leur dossier. L'organisation Meza Flores. Non plus seulement un homme attaché à une autre bannière, mais un groupe à part entière, identifié comme cartel distinct. Les documents de l'OFAC, la branche du Trésor chargée des sanctions, écrivent ce nouveau nom dans leur liste. Organisation Meza Flores. Ils la décrivent comme une entité criminelle, impliquée dans le trafic de drogue, le blanchiment d'argent, la violence dans le nord-ouest du Mexique. Il situe son cœur en Sinaloa et en Sonora. De là, disent-ils, cette organisation fait passer la marchandise vers les États-Unis, à travers la frontière, par les déserts, par les montagnes, par les checkpoints corrompus. Pour les observateurs extérieurs, sa structure interne reste voilée. Nulle liste hiérarchique détaillée ne paraît au grand jour. On ne sait pas combien d'hommes lui obéissent, ni comment ils se commandent. Mais un point est clair. Les autorités américaines nomment Fausto Isidro Meza Flores comme chef de cette organisation, en lettres franches. Il est le sommet connu de ce qui, en dessous, reste brumeux. Elles ajoutent que cette organisation est alliée ou issue de la structure Beltrán Leiva. Comme une branche qui, à force de s'épaissir, commence à ressembler à un tronc séparé. Aucune date précise de création n'est donnée. Pas de moment officiel où Meza Flores se serait cérémoniellement détaché de ses protecteurs. Seulement la constatation. Désormais, il existe comme chef d'un cartel qui porte son nom. Alors, les enjeux se fixent comme des pièces sur un échiquier de poussière et de sang. D'abord, le territoire. Les routes de trafic sont des veines qu'aucun cartel ne veut céder. Sinaloa, Sonora, Durango, Chihuahua. Ces États deviennent le théâtre d'une lutte pour chaque kilomètre de piste, chaque sentier de montagne, chaque point de passage vers le nord. Les rapports de sécurité, les analyses de la DEA décrivent ces routes comme des prises stratégiques. L'organisation Meza Flores y affronte le puissant cartel de Sinaloa et d'autres groupes encore, plus petits, plus sauvages, mais tout aussi prêts à tuer pour une valise bien remplie. Ensuite, la confrontation avec l'État mexicain. Depuis 2006, les soldats ne quittent plus vraiment ces régions. Des convois militaires entrent dans les villages, des hélicoptères survolent les ranchs, des unités de police fédérale montent des opérations nocturnes. Les communiqués officiels commencent à citer le nom de Meza Flores comme une cible prioritaire. Les gouvernements locaux, les autorités fédérales dressent des listes d'objectifs prioritaires. Dans ces listes, au milieu d'autres chefs, son nom figure, souvent accompagné de son surnom. El Chapo Isidro devient un adversaire nommément désigné de l'État. Enfin, l'enjeu dépasse les frontières.
Les autorités américaines, qui voient la drogue traverser le Rio Grande, s'intéressent de plus près à cette organisation. Les enquêteurs fédéraux ouvrent des dossiers. Dans leurs actes d'inculpation, ils parlent de conspiration pour importer et distribuer des drogues. Ils citent des membres de l'organisation Mefa Flores, les relient à un réseau commandé par Fausto Isidro. Le nom de ce chef discret commence à circuler dans des salles d'audience à des centaines de kilomètres de Sinaloa, transcrite en lettres noires sur les pages blanches des tribunaux. Ainsi se dessine une tension particulière. Dans un monde où certains barons deviennent des personnages presque mythiques pour le grand public, le visage de Mefa Flores reste dans l'ombre. Hors du Mexique, peu connaissent son nom. Peu peuvent le décrire. Il n'a pas la célébrité mondiale d'un Guzman, ni le folklore qui l'accompagne. Pourtant, les références officielles à son rôle opérationnel s'accumulent. Les rapports le nomment. Les listes de sanctions l'inscrivent. Les analyses en font un point fixe de la cartographie du narcotrafic du Nord-Ouest. Un chef de cartel régional se lève, presque sans biographie, porté par des documents qui parlent plus de cargaison que de souvenirs. Autour de lui, la guerre entre organisations, la pression de l'État, le regard des États-Unis tissent une toile qui se resserre. Mais pour l'heure, dans ces années où son nom gagne en poids, aucune autorité ne clame sa capture. Il reste dehors. Dans les vallées, dans les villes aux rues étroites, dans les convois qui coupent la nuit. Un fugitif sans date de naissance connue, mais avec un empire clandestin que les cartes officielles dessinent désormais en lettres de feu. Et ce n'est là que le seuil de sa légende sanglante. Car très vite, la guerre entre Sinaloa et les Beltrán Leiva s'embrase encore. Les chefs tombent, les alliances se brisent, et l'ombre de Mefa Flores s'allonge jusqu'au bureau glacé de Washington. Le nord-ouest du Mexique devient un champ de bataille où chaque colline, chaque rancho, chaque route déserte peut cacher la silhouette insaisissable de El Chapo Isidro.